question. Je vais répondre à une question de l'auditeur, d'un auditeur qui me demande si le lobby israélien influence la politique étrangère française, et par ricochet occidentale, et s'il faut en parler. J'ai bien parlé du lobby du Qatar, du lobby des frères musulmans. Il n'y a pas de tabou en géopolitique. Je sais que pas mal d'auditeurs me prennent pour quelqu'un qui n'oserait pas dénoncer le sionisme ou le lobby juif, etc., etc. Un jour, j'étais dans Géopolitique profonde et j'ai failli quitter l'émission parce que c'était insupportable. Il y avait un homme qui croit faire de la géopolitique avec des théories conspirationnistes qui explique toute l'humanité par ce que les Juifs ont ourdi. Et j'avais juste dit que c'était un peu simpliste. Et certains ont dit, voilà, il n'ose pas critiquer le lobby juif. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je pense que la géopolitique, si nos auditeurs s'intéressent à la géopolitique, il faut qu'ils comprennent qu'en géopolitique, c'est pas parce qu'on parle, par exemple, du lobby islamiste qu'on a peur de parler du lobby juif. Et c'est pas parce qu'on dit que le complot juif est bête ou est simpliste, ça ne veut pas dire qu'on est soi-même tenu par le lobby juif et qu'on n'oserait pas en parler. Tout ça, c'est très manichéen. Et moi, je trouve qu'il y a une dérive un peu dangereuse aujourd'hui. Je me permets de le dire, et je sais que c'est peut-être pas ce que voulait dire cet auditeur, mais il y a une dérive un peu dangereuse. Quand vous dites que l'action de Poutine en Ukraine est la conséquence en partie également, pas que, mais également d'erreurs occidentales, on vous accuse d'être dans le narratif de Poutine. Mais quand vous dites, comme je fais aussi, qu'il y a aussi chez Poutine une volonté impérialiste qui a pu être réveillée par nos erreurs, donc peut-être qu'il ne l'aurait pas fait, mais peut-être que ça l'arrangeait aussi de le faire, et quand je dis que de toute façon l'invasion n'était pas acceptable, alors là du coup, j'ai les pro-russes qui me traitent d'agent de l'OTAN. J'ai eu ça un jour chez Omerta, des pro-russes qui m'accusaient d'être agent de l'OTAN. Moi qui ai été carbonisé dans certains médias, chaînes publiques et autres, ou ELCI, pour avoir été accusé d'être pro-russe. Quand je vais chez certains, je suis accusé d'être pro-OTAN et mettant Delval travaille pour le lobby de l'OTAN. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir une position un peu médiane. Moi, je suis français. Et latin, français, européen, je n'ai pas à être pro ou pour Israël, ou contre Israël, ou pro ou pour Poutine ou la Russie. Quand on fait de la géopolitique, on décrit les choses. Certes, on peut avoir plutôt des préférences, mais on essaie de décrire les choses. Et c'est pas qu'on ait peur de Poutine ou qu'on soit fasciné par lui. On pourrait quand même avoir le choix entre autre chose qu'être fasciné ou payé par Poutine, ou terrifié ou russophobe. De même, entre pro-israéliens qui serrent la soupe au lobby juif et anti-israéliens qui voient des juifs pro-israéliens partout, il y a un juste milieu. Voilà, donc je réponds, il existe un lobby juif, mais bien sûr. Aux États-Unis, c'est l'AIPAC, mais il y a aussi l'autre grand lobby rival. Là, il y a un lobby de droite, un lobby de gauche, démocrates et républicains. En France, on peut dire que le CRIF est un lobby juif pro-israélien. Certains ont même dit que l'ALICRA faisait partie du lobby juif, pourquoi pas, pro-israélien. Je ne sais pas si l'ALICRA agit vraiment en lobby pro-israélien, mais en tout cas, moi-même, j'ai souvent été invité dans des réunions de l'UPJF, l'Union des patrons juifs de France, qui avait été créée par un grand entrepreneur des supermarchés Jaoui, brillant autodidacte, qui avait voulu réagir à la campagne de haine envers les juifs en France dans les années 2000, qui avait été victime d'une vague de haine et d'attaque parce que derrière tout juif se cacherait un agent de Tsahal. Et je reconnais que ce sont des organisations qui peuvent agir en lobby juif quand ils défendent les intérêts des juifs ou en lobby israélien quand ils veulent dénoncer les partis comme LFI qui sont anti-sionistes ou anti-israéliens, ou quand ils défendent le droit d'Israël à se défendre, etc., etc. Ou quand ils critiquent ceux qui ont dénoncé la marche contre l'antisémitisme consécutive au 7 octobre. Le lobby israélien en France, effectivement, c'était une note de Pascal Boniface qui l'avait dénoncé dans les années 2000. Un ancien militant du Parti socialiste qui était très proche d'Hubert Védrine, qui a créé ensuite l'IRIS, Pascal Boniface, militant ex-trotskiste, donc très très pro-palestinien, etc. Il disait lui-même, les juifs, maximum, c'est 500 000 personnes, 600 000, grand maximum, 800 000. Les musulmans, on est pratiquement à 7 millions.
Alors je ne sais pas s'il a dit le chiffre de 7 millions, mais en tout cas, il est admis depuis les années 90 que les musulmans sont au moins 5 millions. Et comme l'a dit Azouz Begal, l'ancien conseiller islam et immigration de Jacques Chirac, il a dit dans une vidéo très intéressante, ça fait depuis 40 ans que nous sommes 5 millions. Il était ironique, bien sûr. En fait, le lobby musulman revendique, notamment le CCIF, qui est un lobby islamiste, revendique beaucoup plus que 5 millions. Et même Azouz Begal, l'ancien conseiller intégration de Jacques Chirac, qui n'est pas du tout un extrême droite, qui défend les enfants de musulmans en France, il dit « nous sommes beaucoup plus que 5 millions ». Donc, le lobby musulman affirme, je dis le lobby parce que les chiffres viennent souvent des lobbies, que l'islam, c'est au moins en France entre 6 et 10 millions de personnes. Selon les islamistes, c'est encore plus, et selon l'extrême droite aussi, c'est plus, parce qu'eux aussi ont tendance à vouloir exagérer les chiffres. Mais au minimum, c'est 6 millions de personnes. Ils auraient pris que 1 million depuis 90, admettons. 6 millions de personnes au minimum. C'est-à-dire 10 fois plus que le nombre de juifs en France. Et le calcul cynique de Boniface, c'était laisser tomber la politique pro-israélienne du PS en faveur d'une politique pro-palestinienne qui sera plus rentable électoralement, puisqu'il y a plus de gens qui sont pour la Palestine que de gens qui sont pour Israël au sein de ces deux communautés qui se regardent en chien de faïence. Aujourd'hui, la chose est encore plus vraie, parce qu'après le 7 octobre, il y a eu un élan très pro-israélien. Jamais depuis la Shoah, on avait vu un tel pogrom anti-juif. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, la stratégie des islamistes, djihadistes, c'est de provoquer eux-mêmes le chaos sur eux. Je le répète parce que ce n'est pas une vision pro-israélienne ou islamophobe ou des géopolitologues. Non, c'est Abou Bakr Naji, le grand théoricien du chaos. Il a écrit dans La barbarie, la gestion de la barbarie, et c'est l'idole de tous les mouvements djihadistes au niveau technique. Il dit « Notre stratégie doit conduire à provoquer l'ennemi lointain de sorte qu'il soit tellement enragé contre nous qu'il vient nous bombarder dans nos propres pays, ce qui va totalement déstabiliser nos nations et renverser les élites traîtres de notre propre pays. Et ce chaos, dû aux représailles massives qu'on appelle dommages collatéraux, mais qui sont des carnages, parce que quand on dégage des terroristes en Irak, les Américains en Irak et les Français, les Russes en Syrie ou Israël à Gaza, c'est le même principe. On frappe des innocents parce que les islamistes se cachent toujours dans des immeubles et mettent en otage des populations. Donc comme c'est certain qu'il y aura des représailles, la stratégie de Abou Bakr Naji, c'est provoquer un chaos. Donc le lobby aujourd'hui israélien perd beaucoup d'influence parce que électoralement, plus le temps passe, plus il y a des musulmans en nombre supérieur en France et des juifs en nombre inférieur, car les juifs émigrent beaucoup aux États-Unis, au Canada, et même dans certains pays musulmans comme le Maroc ou les Émirats, et beaucoup bien sûr en Israël. Peut-être ça va s'inverser, mais jusqu'à maintenant il y avait plutôt une fuite des Juifs, une alia extrêmement importante. Donc je comprends ceux qui disent: est-ce que c'est électoralement porteur? Est-ce que c'est logique de fonder une diplomatie française sur un lobby juif qui est de plus en plus petit et au détriment de citoyens de plus en plus musulmans, mais aussi des citoyens français non musulmans qui, indignés par justement ces représailles après le 7 octobre, deviennent moins pro-israéliens? La question a le droit d'être posée. Bien sûr, moi, je n'ai pas le tabou. Pour répondre à notre auditeur, je n'ai pas le tabou. J'entends la réaction de certains auditeurs qui disent « oui, mais ce n'était pas que juste après le 7 octobre, puisque certains pays musulmans eux-mêmes, comme les Émirats, ont dénoncé le 7 octobre sans faire de mais. Ils disent jusqu'au retour du plan d'éradication après le cessez-le-feu de la rentrée avec Trump, il y a eu ensuite un retour de l'intensité des combats jusqu'à Rafia et le plan total d'éradication du Hamas. Il y a eu encore plus de carnage. On arriverait, selon certains disent 40, 50, 60 000 morts. Et pourtant, une grande partie des médias en France, et des politiques surtout, sont accusés par le lobby pro-palestinien, ou les lobbies pro-palestiniens, parce qu'il n'y a pas qu'un seul. Il y a le lobby d'extrême droite pro-palestinien, il y a les islamistes pro-palestiniens, il y a aussi la gauche pro-palestinienne, l'extrême gauche pro-palestinienne. C'est pas les mêmes lobbies, mais ils convergent. Et ceux-là disent il n'y a pas de raison que cet instant de solidarité avec Israël dure alors que les représailles israéliennes disproportionnées ont largement annulé les choses ou équilibré les choses. J'entends cette critique, j'entends cela, mais après, si le lobby pro-israélien est assez efficace pour réussir à faire durer ce que certains auditeurs pensent être une
disproportion, eh bien, ça prouve qu'ils sont efficaces. Moi, en géopolitique, je vois l'efficacité. Ils sont efficaces, ils ont des arguments et ils savent avancer leurs pions. Je vais prendre un exemple à contrario pour mieux comprendre et dépassionner la chose. Ceux qui critiquent le lobby juif, qui serait surpuissant et qui créerait ce déséquilibre de traitement de l'information, regardez comme on parle de l'islamophobie. Et regardez comme on ne parle pas de la christianophobie. Parce qu'il y a un lobby, comme le lobby juif, c'est le lobby islamiste, il est très efficace, il arrive à faire plier, il arrive à... Alors qu'il n'y a pas énormément de journalistes musulmans ou d'hommes politiques musulmans. Donc ceux du lobby juif qui pensent que le lobby juif serait dû au fait qu'il y aurait plein de juifs dans l'administration, les banques et le gouvernement qui auraient infiltré, etc. Non. Le lobby, il est aussi efficace, comme le savent les vrais lobbyistes. Moi, je connais des lobbyistes qui travaillent sur des questions lobbyistes. Le lobbyiste, il n'est pas lié au fait que sa propre communauté a infiltré une institution. Il est lié à l'efficacité du discours et les arguments mis en place et les outils mis en place. Il y a un discours islamiste qui est très efficace avec l'OCI au niveau mondial, l'organisation de la conférence islamique, avec aussi l'ISESCO, c'est l'UNESCO des musulmans, qui a été beaucoup influencé par les frères musulmans et notamment par Kardawi. On peut retrouver le texte de l'ISESCO qui est devenu très célèbre parce que beaucoup de blogueurs en ont parlé. Et il y a aussi le lobby du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie d'Erdogan qui a beaucoup influencé sur la prise de conscience au sein de l'ONU, au sein des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève depuis 20 ans. Il y a un énorme effort diplomatique de moult institutions et ambassades des pays du monde entier musulmans pour pousser les pays européens à adopter des mesures contre l'islamophobie. Donc on voit bien que si on parle de l'islamophobie et pas de la christianophobie, c'est ma conclusion sur le thème du lobbyisme. Je fais exprès de parler d'autres lobbies, non pas pour excuser le lobby israélien, on n'est pas dans l'excuse ou le bien ou le mal, on est dans la géopolitique. C'est pour montrer qu'il y a les lobbies efficaces, il y en a deux, le lobby israélien est efficace et le lobby islamique est efficace, et ça répond à la question de ceux qui disent pourquoi le lobby pro-palestinien n'est pas si efficace. Et vous allez avoir la réponse. Le lobby islamiste est très efficace pour avancer les pions de l'islam en France et de la lutte contre l'islamophobie, mais justement, ça explique le fond du problème. Les islamistes ne s'intéressent pas à la nation palestinienne. Les islamistes, leur vrai but au départ, c'est le califat. Il faut bien voir que le Hamas a toujours été l'ennemi du nationalisme arabe. Le Hamas est né en réaction et contre le nationalisme palestinien de l'OLP de Yasser Arafat. Et donc, il est logique que le fait que le lobby pro-palestinien n'arrive pas à influencer les médias et les politiques, il est lié au fait que le lobby islamiste, ce n'est pas sa préoccupation principale. Le lobby islamiste, sa préoccupation principale, c'est l'islamisation de l'humanité. J'aimerais qu'un jour, les gens comprennent que l'islamisme se contrefige de la Palestine. Ce n'est pas l'islamisme qui se bat pour la Palestine. Historiquement, les islamistes ont toujours combattu toute forme de nationalisme, qu'il soit palestinien, égyptien, qu'il soit arabo-syrien, le nationalisme arabe et palestinien est toujours un ennemi pour les islamistes. Et ça répond à ceux, j'ai fait exprès de dire ça, parce que certains auditeurs vont me dire « Oui, mais si le lobby islamiste était si fort, ou islamique, lobby musulman, il n'est pas toujours islamiste, hein, si les lobbies musulmans étaient aussi forts que vous le dites, la Palestine serait ultra prise en compte, reconnue, ultra reconnue et bien traitée médiatiquement. » Mais justement, non. Le lobby islamiste n'a pas les mêmes intérêts que le lobby palestinien. Le lobby palestinien, en gros, il n'a aucune puissance dans les pays arabes. Les pays arabes ont un problème avec les Palestiniens. La Jordanie les a massacrés parce que les Palestiniens ont déstabilisé la Jordanie. L'Égypte les craint comme de la peste parce que le Hamas, qui maintenant est leader dans les cœurs des Palestiniens, en Jordanie, ils ont gagné les élections, même s'ils ont été interdites. Hein, les élections ont été remportées par les frères musulmans. On a parlé de l'Égypte, on parlait aussi des Émirats arabes unis. On peut parler aussi de Bahreïn, mais aussi de l'Arabie saoudite et de pays comme le Maroc, ça fait quand même beaucoup de pays arabes, qui sont contre le lobby palestinien. Parce que même s'ils pleurent sur les morts de la Palestine, ils savent très bien qu'il ne faut surtout pas défendre le Hamas. Ils pleurent les morts de Gaza, mais ils craignent le Hamas comme de la peste par-dessus tout. Et ça explique pourquoi donc, le lobby islamiste ne fait rien pour faire changer les représentations sur ce qu'il se passe en Palestine, parce que l'intérêt palestinien n'est pas le même que l'intérêt islamiste. J'en ai fini sur cette histoire des lobbies. Je comprends que certains auditeurs trouvent injuste que le lobby israélien
soit plus efficace, arrive mieux à faire avancer sa cause, puisque le traitement médiatique a l'air d'être plus pro-israélien que pro-palestinien. Mais ça se discute. D'autres, les gens qui sont plutôt pro-Israël, et beaucoup de juifs pro-israéliens, mais aussi de Français chrétiens de droite pro-israéliens, ne le voient pas comme ça. Ils ont l'impression que le lobby palestinien évolue. Après, c'est une question de sensation, de perception. Moi, je vois que beaucoup de juifs estiment que les médias sont outrancièrement pro-palestiniens, tandis que beaucoup de pro-palestiniens trouvent les médias outrancièrement pro-israéliens. Je pense que la vérité est probablement entre les deux. Suivant dont nous parlons, nous percevons les choses différemment. Donc moi, ça ne me gêne pas de reconnaître qu'il y a un lobby juif ou un lobby israélien, parfois les deux, parfois c'est que l'un, parfois on confond les deux, parfois c'est les deux. Ça dépend des institutions. Le LICRA, c'est plutôt qui va lutter contre le racisme envers les juifs. UPJF, CRIF, c'est à la fois les juifs et souvent aussi la défense d'une solidarité vis-à-vis d'Israël. Il y a aussi des lobbies comme celui qui a été dirigé par Glucksmann, l'avocat, l'UEJF, etc. On ne va pas entrer dans les détails de toutes les organisations juives qui sont pour Israël, mais est-ce qu'on peut reprocher aux juifs pro-israéliens, attention, tous les juifs ne sont pas pro-israéliens. La première affaire du voile, en 1999, à Creil, c'était des enfants à moitié juifs convertis. Leur père était un militant du MRAP, pro-palestinien, d'origine juive. Et en Amérique, le plus grand ennemi d'Israël, qui dénonce tout le temps l'impérialisme et le racisme et le génocide israélien, c'est Noam Chomsky, totalement juif, fils d'Ashkenaz. Donc tous les juifs ne sont pas pro-israéliens. Mais il est vrai qu'une majorité, en tout cas en France, de juifs sont pro-israéliens. Est-ce qu'on peut reprocher aux juifs de s'organiser de manière efficace, de faire pression sur les hommes politiques, de les inviter au repas du CRIF chaque année ou à d'autres réunions de l'UPJF ou d'organisations juives du 93, du 90 ou des radios juives à Nice, à Marseille, à Paris, etc., comme le font les Arméniens avec le lobby arménien, on ne va pas leur reprocher. De même, on ne peut pas reprocher aux islamistes de créer des lobbies islamistes qui, eux, vont plutôt défendre le Hamas ou défendre le voile islamique ou les piscines séparées, etc. Toute structure, si elle peut, elle fait du lobbyisme. En fait, les imbéciles dans cette histoire, moi j'essaie d'être équidistant. Il y a un lobby islamique très puissant, qui est l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, et surtout le Qatar, puisque l'Arabie Saoudite est de moins en moins islamiste, et aujourd'hui, celui qui porte le flambeau des frères musulmans, du Hamas, et de la lutte vraiment pour défendre l'islam politique, c'est le Qatar. Il est très puissant parce qu'il fait plier les gouvernements, il a des concessions qui lui ont été accordées par plusieurs gouvernements américains et français. Il y a une base américaine au Qatar. Ça, c'est un vrai lobby important, islamique, mais qui est pro-occidental. Donc vous voyez déjà, l'Occident, contrairement à ce que pensent les antisémites ou les antisionistes, je ne confonds pas les deux, parfois pas les deux, il n'y a pas que le lobby juif qui implique la politique américaine. Il y a aussi le lobby islamique. L'Amérique, justement, elle est prisonnière d'un problème. Pour se faire pardonner d'être pro-israélienne, ce qui lui fait perdre les cœurs dans de nombreux pays musulmans, ce qui est logique, et c'est ce que j'ai énoncé dans mon premier livre en 1997, Islamisme, États-Unis, une alliance contre l'Europe. Je montrais qu'en Bosnie, autour des Bosniaques, dont on a surexagéré la persécution, même s'ils ont été persécutés, au contraire en faisant taire les persécutions qu'avaient subies les Serbes, on sait aujourd'hui que l'administration Clinton, qui était très pro-israélienne, pour se faire pardonner son pro-israélisme, mais là, ce n'est pas la faute d'Israël ou des Juifs, c'est l'administration Clinton, un bon WASP, ou un fils d'Irlandais, enfin c'est un bon chrétien, un blanc, pas du tout juif, l'administration Clinton, pour se faire pardonner son alignement très fort sur Israël, s'était dit, nous allons faire d'une pierre deux coups, on a mis un pas devant, on va faire un pas derrière, on va aller voir le lobby musulman, et on va offrir au lobby musulman la Bosnie. Et la fameuse guerre contre les Serbes au Kosovo avait une dimension stratégique, faire une base de Blonde Steel au Kosovo, mais avant, à l'époque des accords de Dayton, donc avant la guerre du Kosovo, dans les années 90, 92, 95, quand l'Amérique a beaucoup défendu les Bosniaques, il y avait, on le sait aujourd'hui, ça a été avoué par des gens du département d'État de l'époque, et par Bill Clinton et Hillary Clinton elle-même, qui allaient voir les pays islamiques en leur disant « Nous allons aider les musulmans en Bosnie, nous ne sommes pas que pro-israéliens ». Et on sait que le lobby islamique de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, avait exercé des pressions pour violer l'embargo sur les armes
qui a été violée par les pays de l'OTAN et les pays islamiques avec l'aval américain, alors que c'était interdit. Des armes en masse sont arrivées auprès des islamistes bosniaques, puis ensuite des islamistes musulmans du Kosovo contre les Serbes. Ça a arrangé les Américains qui voulaient détruire la Serbie pour faire une base américaine au Kosovo, ok, mais que ce soit la Bosnie ou le Kosovo, on sait que le lobby islamique a énormément influé. On voit bien que l'Amérique, elle est prisonnière de deux lobbies. Le lobby israélien, et je ne dis pas ça pour le déplorer, que mes amis pro-israéliens, eux, tout à coup, ne disent pas que je suis devenu un ennemi d'Israël. Non, j'essaie juste d'être objectif. Je raisonne froidement en dehors de toute préférence. Le grand stratège américain, le chef de file avec Waltz, de l'école néo-réaliste qu'on appelle aussi l'école réaliste offensive. C'est l'école dominante, le réalisme en général est l'école dominante dans les relations internationales et l'un de ses plus grands représentants, c'est M. Mearsheimer qui a écrit avec Waltz, deuxième représentant de cette école, on montrera d'ailleurs le livre, un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui a énormément choqué, et on le comprend, beaucoup de juifs partisans d'Israël. Il disait, est-ce que l'Amérique y gagne, comme pas mal de pays occidentaux d'ailleurs, dont la France, à se laisser embarquer dans une défense d'Israël, même quand Israël provoque des représailles, des massacres, etc., alors que ça lui fait perdre les cœurs d'1 milliard de musulmans. En fait, c'est très théorique, c'est plus compliqué que ça. Beaucoup de musulmans, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït et Bahreïn et l'Égypte, plus la Jordanie, se contrefichent de la cause palestinienne. Mais admettons que ça soit vrai, la question méritait d'être posée. Moi, je ne suis pas d'accord, bien sûr, avec ce que dit Mearsheimer, mais ce livre est intéressant. Ça montre qu'il n'y a pas de tabou, même aux États-Unis. Un des plus grands stratèges que Trump a lu se pose la question de la pertinence d'écouter le lobby juif pro-israélien, pas sur les questions de l'antisémitisme. Là, c'est pas discuté par Mearsheimer, on n'est pas du tout contre le fait qu'on fasse des représailles contre les milieux racistes, anti-juifs, etc. Par contre, ce qu'il critique, c'est que le lobby juif implique l'Amérique dans une défense d'Israël qui est disproportionnée ou qui nuit à la politique globale de l'Amérique, qui ne peut pas être fondée que sur un petit État, mais qui doit voir aussi la Russie, le monde africain, le monde musulman, etc. Et enfin, pour la France, certains se posent la même question. Le problème, c'est qu'il y a ceux qui se posent la même question et qui ont peur d'être traités d'antisémites ou d'anti-juifs ou de révisionnistes ou ce que vous voulez. Moi, je pense qu'ils ont tort, parce que moi qui connais bien la communauté juive, quand vous êtes vraiment froid, rationnel, qu'il n'y a pas de récupération, que vous ne roulez pas pour le Hamas, que vous n'avez pas de relents antisémites, si vous dites les choses de manière équidistante, c'est-à-dire vous montrez que vous n'êtes pas un militant palestinien, que vous n'êtes pas un militant anti-israélien, tout peut être dit. Le lobby juif n'empêche pas quelqu'un de raisonnable de contester le fait qu'Israël fasse telle ou telle action. Par contre, on se met à leur place, le lobby juif ne va pas se gêner pour essayer de disqualifier ceux qui vont être des ennemis coriaces d'Israël. Par exemple, De Villepin, qui a plus de succès chez LFI qu'à l'UMP, enfin que chez les LR ou autres. Mais la question que je pose, c'est pas si c'est bien ou mal, que parfois le lobby juif utilise aussi des arguments d'autorité. Moi, je ne suis pas d'accord avec mes amis juifs quand ils me disent tous ceux qui critiquent Israël sont anti-juifs. D'ailleurs, tous les juifs ne le pensent pas. Uniquement certains de mes amis le pensent. Ils sont très sincères. Il n'y a pas de complot, ils sont très sincères. Ils pensent vraiment qu'être contre Israël, c'est contre le peuple juif. Pour certains, c'est vrai. Il y a beaucoup d'anti-juifs qui se masquent derrière la haine ou le refus ou le rejet ou la critique d'Israël. Il ne faut pas se mentir, ça existe, mais pas tous. Il y a aussi des gens qui sont sincèrement pas anti-juifs, mais qui critiquent la politique israélienne. Le problème, c'est que c'est parfois difficile de voir la frontière, et effectivement, certains militants pro-sionistes juifs ne vont pas se gêner parfois pour un petit peu culpabiliser. Mais je retournerai, moi, la chose différemment. Je dirais, les musulmans culpabilisent. Ils traitent d'islamophobes, de racistes, ceux qui critiquent l'islam politique. Les juifs, avec ce qu'ils ont souffert, on peut les comprendre, qu'ils culpabilisent parfois même de manière pas forcément malveillante ou intentionnelle. Quand vous êtes le peuple qui a subi la Shoah, c'était quand même d'une lourdeur assez impressionnante. C'était quelque chose d'inouï. Comme dit Goldnadel, c'est le cataclysme, le traumatisme, le choc Shoah. C'est une déflagration absolument impressionnante. Avec cette industrialisation de la mort, etc., on peut comprendre que le peuple qui est issu de la Shoah, même si les séfarades ne sont pas issus de ceux qui ont été mis dans les camps, le peuple juif quand même se sent
solidaire de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme Israël a été créé en partie, il n'a pas été créé pour ça, mais les anglo-saxons sont revenus sur le refus de la création d'Israël, notamment les Anglais, en raison aussi du fait que la Shoah a créé un traumatisme qui a fait que c'était plus difficile de dire non. Mais les Anglais ne voulaient pas, à un moment, la création d'Israël. Ils étaient revenus sur leur propre déclaration, Balfour. Donc c'est vrai que l'élément Shoah a contribué à faire peser la balance dans un côté. Mais par contre, ce n'est pas vrai que c'est la Shoah qui a créé Israël, que c'est uniquement pour cette raison. Il y avait un projectionniste qui est bien antérieur à la Shoah, qui remonte à Theodor Herzl, qui était un projet nationaliste à l'époque où les Grecs, les Slaves, les Bulgares, tous les peuples s'émancipaient de la colonisation de l'Empire ottoman. Il y avait l'émancipation des peuples, le 19e siècle. Et au même moment, hein, c'est la fin des années 1898, Theodor Herzl écrit l'État juif. Il comprend que le juif, pour ne plus être victime de l'accusation d'apatride et pour ne plus être victime de pogrom ou d'antisémitisme ou d'anti-judaïsme, je dirais plutôt judéophobie, le terme d'André Taguieff, eh bien Theodor Herzl dit il nous reste une seule solution, être nous-mêmes un peuple souverain dans notre terre d'origine, et il y a une seule terre où nous sommes vraiment, où nous avons des traces, c'est la terre d'Israël, le temple de Jérusalem, et donc ça va s'appeler le sionisme, retour à Sion. Ça, c'est la démarche de Theodor Herzl. Bien sûr, le problème, c'est qu'il y avait un peuple qui, entre-temps, lui-même issu d'une colonisation arabe, qui a pris le territoire. Et donc, le juif sioniste Theodor Herzl veut redevenir souverain sur son territoire d'origine. Démarche tout à fait romantique et noble, c'était l'époque du romantisme, qu'on peut comprendre. Le problème, c'est qu'il y a un peuple également devenu autochtone. Après des milliers d'années, on devient autochtone, enfin après des centaines d'années. Il y a des arabisés qui ont été byzantins bien avant. Avant, ils avaient été juifs, ensuite ils ont été byzantins, chrétiens, après ils ont été arabisés, puis beaucoup ont été islamisés. Et ce peuple-là, palestinien arabophone, dit « je suis chez moi ». Et toi, tu reviens, mais il y a longtemps que tu n'es plus là. Et c'est vrai que ça paraît extrêmement difficile à légitimer. Pour supprimer l'argument antisémite majeur qui a créé l'antisémitisme du 19e siècle et même d'Hitler, c'est que le juif ne soit plus un apatride. Pour qu'il ne soit plus un apatride, il faut qu'il ait une nation, et il y a un seul endroit où il a des racines linguistiques, ethno-linguistiques, religieuses, avec des traces, avec le kotel, le reste du mur de l'ancien temple Jérusalem, c'est Israël. Et on ne va pas revenir sur tout ça. Après, bien sûr, le fait qu'il y avait un peuple autochtone a créé une difficulté énorme. Comment les deux peuples allaient cohabiter ? Les Arabes, je ne vais pas refaire l'histoire, refusent le plan de partage. Hein. On est la création d'Israël, c'est entre 1947 et 1948, le plan de partage de l'ONU, qui donne un peu plus aux Israéliens et un peu moins aux Palestiniens. C'est pas tout à fait équitable, mais c'était beaucoup mieux que ce qu'auraient les Palestiniens aujourd'hui. C'était beaucoup mieux que le plan de Tabat et le camp David en 2000, lorsqu'Arafat, in extremis, a refusé la restitution de 97% des territoires occupés par Ehud Barak. C'était beaucoup plus favorable, mais à l'époque, les Arabes se sentant forts, parce qu'Israël n'était pas encore armé par l'Amérique, ont refusé le plan de paix. Ils ont attaqué avec plusieurs États arabes, donc les Palestiniens autochtones, qu'on n'appelait pas vraiment Palestine, parce que la Palestine n'existait pas. Il faut savoir que la Palestine n'existait pas. C'était un vilayet de l'Empire ottoman qui a été ensuite pris par la Société des Nations, qui l'a attribué à l'Angleterre. C'était un mandat anglais, ancienne colonie turque ottomane. Et pour terminer, je vais arrêter sur l'histoire d'Israël. Malheureusement, et c'est ça qu'on a du mal à admettre, puisque les Arabes, pas tous, mais certains pays arabes et les Palestiniens ont choisi la guerre plutôt que la négo du plan de l'ONU qui partageait cette terre entre Arabes et Juifs. Le problème de l'humanité, c'est depuis l'histoire de l'humanité, quand on choisit la voie de la guerre. C'est tout à fait noble. Les Palestiniens, moi je ne dis pas qu'ils ont eu tort, je comprends qu'ils étaient plus démographiquement que ce qu'on leur donnait en pourcentage, donc ils ont refusé, un peu comme Zelensky aujourd'hui qui refuse. Mais plus il attend, plus ça va être pire. Zelensky aurait beaucoup plus obtenu en avril 2022 qu'en 2025. Et ce sera pire en 2026, très probablement. Mais je peux comprendre que l'acteur dise « Mais attendez, on me demande de m'arracher un bras, je refuse ». Donc la position est noble, légitime. Je n'ai pas une vision sioniste de ce point de vue. Mais si j'essaie d'être un géopolitologue objectif, c'est de pire en pire. Plus le temps passe, plus l'Israélien ne fait pas de concessions. Et je reviens au propos du lobby. Plus le temps passe, plus Israël gagne du territoire, continue la colonisation. Les Israéliens appellent les implantations.
Récemment encore, face à la volonté de Macron de dire « reconnaissons l'État palestinien », qu'est-ce qu'a fait Israël? Ok, vous voulez jouer à ce jeu, un État palestinien qui de toute façon n'est pas viable, eh bien nous, dans ce cas, on va autoriser 10 nouvelles colonies qu'on appelle des implantations ou des communautés, dans ce que les Juifs israéliens appellent la Judée-Samarie, que nous on appelle la Cisjordanie, donc on n'est pas du tout dans Gaza, et donc c'est une spirale, et il est vrai que plus le temps passe, plus le terrorisme palestinien du Hamas prend des otages, ne les rend pas, plus ça favorise la tendance la plus dure en Israël pour elle-même gagner des parts de marché, c'est comme la Russie. Plus les Ukrainiens attaquent la Russie sur le territoire russe, plus ça légitime les Russes à se servir encore plus dans le Donbass, et au-delà du Donbass, et au-delà des 4 régions revendiquées. Vous voyez, l'histoire, c'est pas qu'il y a un plan du Grand Israël ou un plan de la Grande Russie. L'histoire stratégique, ne l'oubliez jamais, c'est la stratégie à la chinoise, elle est évolutive. La stratégie, elle est évolutive. Tel acteur fait ça, c'est ce qu'on appelle l'interactivité systémique. Il y a un acteur qui va vers B, l'acteur en face lui-même évolue, c'est comme au jeu de dames, il évolue en fonction. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, je reconnais que le lobby pro-israélien paraît de plus en plus indéfendable. C'était plus facile il y a 15 ans qu'aujourd'hui, parce qu'avec ce qu'il se passe à Gaza, il est presque humainement impossible de défendre Israël. Et ça, là je parle d'un point de vue humain, pour montrer que j'ai de l'empathie. Si je parle en géopolitologue, en stratège, qui ne doit pas faire de jugement moral, qui doit constater, je constate humainement l'horreur du carnage en répression à l'horreur du 7 octobre, qui a donné une légitimité au plus dur en Israël, qui avait un plan, pas un complot, mais certains en Israël ont un plan de faire bouger des populations vers la Jordanie, ça ne sera pas possible, ce sera ailleurs, etc. Donc, par contre, d'un point de vue stratégique, ce qu'a dit Mahmoud Abbas, qu'on ne peut pas accuser d'être lobby sioniste, Mahmoud Abbas, c'est le chef de l'autorité palestinienne qui est en train de préparer sa succession. Il est à l'origine, il est à la tête de la Cisjordanie et de l'OLP du Fatah, qui est l'organisation qui gère ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Donc c'est pas Gaza, puisque Gaza est en rébellion depuis 2007 contre l'autorité palestinienne. Et à l'UNESCO, les premiers qui avaient reconnu un État palestinien, c'était justement l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Donc c'est lui qu'on va reconnaître. C'est l'organisation que Mahmoud Abbas gère, qui est reconnue par certains, comme l'Espagne et autres, et qui va être reconnue par Macron bientôt comme État palestinien. Donc le problème de ceux qui critiquent le lobby israélien, c'est que ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il y a une interactivité. Plus on défend le Hamas, et plus le Hamas gagne des cœurs, plus la logique suicidaire prime sur la logique de vie de tous les jours. En gros, l'autorité palestinienne, elle est accusée d'être traître parce qu'elle gère la vie de tous les jours. Elle collabore, comme on le voit dans Fauda, la série israélienne, qui a eu beaucoup de succès dans les pays arabes. On voit que l'autorité palestinienne, comme elle veut gérer les meubles, elle veut sauver les meubles, elle coopère parfois avec les services policiers et de renseignement israéliens contre des terroristes, etc., etc. Parce qu'elle gère la vie quotidienne, elle essaie de faire en sorte que les gens vivent presque normalement. Le problème de Gaza, c'est qu'elle a été prise en otage par un mouvement qui a sa légitimité d'un point de vue islamiste, c'est les frères musulmans. C'est les frères musulmans, tendance la plus dure qu'on appelle la tendance djihadiste des frères musulmans, mais c'est les vrais frères musulmans. Et leur but, c'est que la Palestine ne soit qu'un bout d'un califat, à terme. C'est dans la charte du Hamas. Leur but n'est pas la nation palestinienne, mais utiliser le nationalisme palestinien sur lequel ils surfent et le sentiment de persécution des Palestiniens pour en fait servir une cause islamiste. Donc leur logique n'est pas que le Palestinien soit épargné par les bombes israéliennes. Au contraire, c'est de faire en sorte que plus de Palestiniens soient tués chaque jour pour que la cause israélienne soit discréditée. L'idée, c'est la destruction du peuple israélien. Comment détruire le peuple israélien si je n'ai pas les rapports de force? Il y a une seule solution. Je meurs en martyr chaque jour pour provoquer Israël. Du coup, les tendances les plus dures en Israël arrivent, un peu comme en Ukraine et en Russie. Plus les Ukrainiens persécutaient les Russes dans le Donbass, supprimer la langue russe ou voulaient rentrer dans l'OTAN et démentir certains accords qu'ils avaient passés eux-mêmes avec les Russes de neutralité, plus les tendances les plus dures en Russie progressaient et les tendances les plus douces diminuaient. C'est ce qu'on appelle l'interactivité des acteurs. Et bien là, c'est pareil. Israël, dans ses tendances les plus dures, se voit autorisé à des plans de déportation, de déplacement. Un ami israélien m'a carrément avoué tout à l'heure au téléphone, c'est un ami journaliste, il me disait, le plan de déplacement de population
à Gaza et était un plan extrémiste pour beaucoup d'Israéliens, il devient un plan plausible. Il y a quelque chose qui rappelle la fenêtre d'Oberton. Donc je ne dis pas absolument ça, pas du tout pour justifier, ni le plan Trump de déportation, de déplacement d'1 million de personnes, ni le plan de certains partis israéliens, religieux, fanatiques, qui aimeraient bien justement, pas forcément génocider, mais déplacer 2 millions de personnes. Ça va être très compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que rappelons-nous que Mahmoud Abbas, qui a traité de fils de chien les gens du Hamas, parce qu'il leur a dit, c'est très simple, si vous rendiez les derniers otages, peut-être qu'il y en a 10 ou 20 vivants, si vous rendiez les derniers, la répression, c'est certain, sera moins forte. Les Israéliens, ce n'est pas par plaisir qu'ils tuent tous les jours sur les Palestiniens juste parce qu'ils sont Palestiniens. Peut-être les Israéliens les plus radicaux, mais ce n'est pas l'État d'Israël qui veut ça. Le problème, c'est que plus le Hamas attaque, prend en otage ou ne rend pas les otages, plus ça donne un prétexte pour Tsahal d'aller jusqu'à la fin du plan, qui n'était pas un génocide de tous les Palestiniens, mais qui était une éradication totale de la branche militaire du Hamas et faire en sorte que le Hamas devienne un simple parti politique représenté au Qatar, sous contrôle, et qui n'aura plus aucune action sur le terrain, et qui devienne un parti d'opposition. Le plan, c'est ça, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas détruire le Hamas comme idéologie. Mais faire redevenir le Hamas un truc même pas humanitaire, comme au début de Cheikh Yassine, une association humanitaire avec une dimension politique, mais plus aucun acteur militaire, et surtout qui n'est plus le gouvernement local. Donner le gouvernement local de Gaza à l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Ça, c'est le plan. Mais pour arriver à ce plan, il faut que le Hamas n'ait plus aucun soldat capable de faire peur aux populations et d'empêcher l'autorité palestinienne de gouverner Gaza. Donc, en fait, ce plan, on peut le trouver inhumain, on peut le critiquer. Et moi, je ne suis pas du tout effrayé par le lobby israélien, parce que certains croient que quand je dis ça, c'est parce que j'ai peur du lobby israélien, du lobby juif. Pas du tout. Je pense vraiment comme Mohamed Dahlan. Dahlan, c'est pas n'importe qui. C'était l'ancien bras droit de Yasser Arafat, chargé de la sécurité des Palestiniens, de l'OLP. Et il a été en prison pendant une dizaine d'années dans les prisons israéliennes. Et aujourd'hui, il est le conseiller de MBZ, l'homme fort des Émirats. Et il est de Gaza. Et il a envoyé beaucoup d'argent depuis des années, des milliards. Il a envoyé des millions et des millions chaque année, peut-être des milliards sur une quinzaine d'années, à Gaza. Il fait une association humanitaire et il aide les Gazaouites en leur amenant de l'aide humanitaire. Et ce grand leader, Mohamed Dahlan, comme vous pouvez aller voir sur Internet, qui habite aux Émirats, lui, il a un plan, empêcher toute action terroriste depuis notre sol, de Gaza, afin d'enlever, parce que dans la logique géopolitique des interactions, si je pense que la géopolitique, ce n'est pas des complots ourdis par des gens depuis des années, mais c'est quelque chose d'évolutif, où effectivement un radical finit par agir, parce que lui-même se sent autorisé par un autre radical en face. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens. Mohamed Dahlan, il n'est pas vendu au lobby juif ou aux Israéliens. Il dit, tant qu'il y a le Hamas chez nous et le djihad islamique qui terrifie les populations, qui les oblige à rester dans des immeubles quand ils attaquent des Israéliens pour être sûr que les Israéliens tuent des innocents, eh bien, notre peuple est tué, il perd des hommes et des enfants, et surtout, nous donnons un prétexte au plus dur des Israéliens pour prendre le pas sur ceux qui sont un peu plus raisonnables. Et effectivement, à la fin, la prophétie deviendra réalisatrice. Le Hamas, son but, en fait, c'est que les partisans du Grand Israël monopolisent tout le pouvoir politique et l'État israélien. C'est leur but. Donc, je ne veux pas banaliser ce que fait Israël et les morts. C'est horrible ce qui se passe à Gaza, mais en fait, le premier responsable chronologiquement, c'est le Hamas, puisque c'est pas moi qui le dis, encore une fois. J'ai parlé de 2 acteurs palestiniens, maintenant je vais citer un acteur de Gaza. Yahya Sinwar a écrit lui-même dans une interview, il a dit « Nous avons fait exprès de provoquer le 7 octobre pour créer une situation de chaos qui suscite des représailles et une violence sans limite et continuelle. » Donc, ce qu'il veut dire par là, la violence sans limite et continuelle, ben, c'est à la fois action et réaction, et c'est les représailles et les innocents qui sont morts, afin de faire prendre conscience au monde que la cause palestinienne était encore là et qu'il fallait faire échouer les accords d'Abraham. On voit bien que le Hamas lui-même a reconnu qu'il a provoqué la mort de ses propres citoyens dans une logique que je peux comprendre. Là, si je ne suis pas dans la passion, quelqu'un qui est pro-israélien et juif et passionné et émotionnel va dire « ce sont des ordures, des criminels de terroristes qui font tuer leurs propres enfants ».
Si on raisonne géopolitiquement et stratégiquement, je sais que ça va choquer, hein, comme par exemple Walter Laqueur, le grand spécialiste américain de la political violence. C'est un des meilleurs chercheurs et auteur de livres et d'études sur la violence politique. Il a beaucoup étudié, bien sûr, le terrorisme. Il dit, c'est en fait un génie stratégique. Le Hamas agit de manière extrêmement efficace. Walter Laqueur soutient que parfois le terrorisme est le moyen le plus efficace pour transformer l'opinion politique, pour faire changer des émotions et des opinions, puisque j'accepte de mourir pour ma cause suicidaire, je provoque un martyr de moi-même, filmé, scénarisé, je meurs en martyr, donc je montre que je suis très courageux, que j'ai peur de rien, que rien ne m'arrêtera. Mon martyr qui a permis de tuer des innocents, des femmes et des enfants dans la rue en Israël, provoque une réaction énorme, disproportionnée israélienne, qui elle-même va tuer des innocents, puisque dans un hôpital et dans un immeuble, il y a des innocents que les Israéliens demandent de quitter les lieux. Il faut savoir, hein, ils ont plein de systèmes de communication, ils ont les téléphones mobiles, ils ont des systèmes de communication, ils envoient parfois aussi des messages par papier qui tombent des avions, etc., etc. Mais souvent, les populations, soit fanatisées, restent dans les immeubles, soit elles sont obligées de rester dans les immeubles. Donc le terrorisme, comme dit Walter Laqueur, sait parfaitement qu'il va provoquer des morts dans son propre camp, qui elle-même, ces morts, un peu c'est celle de la terre, le fameux martyr dont les chrétiens parlent parfois, le martyr, quand son martyr va susciter des vocations. Alors là, c'est moins lugubre, mais c'est le même principe. Le martyr suscite des vocations. Et les morts dans mon camp vont totalement carboniser l'image d'Israël, et le Hamas est en train de gagner. Macron va reconnaître l'État palestinien, c'est ce qu'a dit également Yahya Sinwar. Il a dit « Notre but, c'est qu'on reparle de la cause palestinienne. Et quel est le but du Hamas? Prendre la place de l'OLP, du Fatah, de l'autorité palestinienne, en étant celui qui aura mieux fait reconnaître l'État palestinien, alors que l'État palestinien, je le répète, n'agit pas aujourd'hui en Gaza. À Gaza, c'est le Hamas qu'on essaye d'éradiquer. L'État palestinien, c'est l'autorité palestinienne, c'est la Cisjordanie. Mais le coup de génie du Hamas, c'est d'avoir provoqué une telle indignation suite aux représailles disproportionnées d'Israël, que ça a conduit Macron, et peut-être bientôt même, un jour, peut-être même l'Amérique, à reconnaître l'État palestinien. Et du coup, les islamistes du Hamas diront « Le martyr de notre peuple à Gaza a été plus efficace que 40 ans de collaboration de ces traîtres de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, corrompus, qui ont en fait rien fait pour empêcher la colonisation et qui n'ont pas réussi à bouger l'Occident pour reconnaître l'État palestinien. » Voilà, donc la conclusion de ce développement un peu digression, c'était quoi? C'était que le lobby israélien aujourd'hui est totalement inaudible. Je le reconnais, il est inaudible. Parce que le piège tendu par le Hamas a réussi. Provoquer un tel carnage le 7 octobre qu'Israël était obligé d'éradiquer totalement le Hamas. Pour éradiquer totalement le Hamas, il n'y avait qu'un plan possible, frapper partout où se cachent les gens du Hamas. Or, ils se cachent dans des immeubles civils, dans des hôpitaux et des ONG. Donc forcément, il y allait y avoir un carnage indéfendable d'un point de vue humanitaire. Mais stratégiquement, si on raisonne de manière horrible, cynique, d'un point de vue d'un stratège, est-ce qu'Israël peut faire autrement? De deux choses l'une. Si Israël ne détruit pas le Hamas continue à pouvoir harceler sa population, et 200 000 personnes ont dû quitter des villages. Que ce soit le Hezbollah ou le Hamas, donc du nord au sud, il y a deux ennemis, un sunnite, un chiite, les deux alliés à l'Iran, l'un des deux au Qatar aussi, mais les deux à l'Iran, et les deux ont pour but de faire une guerre asymétrique par des roquettes, qui font que le harcèlement par des tirs de roquettes chaque jour font que des villes du nord ou du sud d'Israël, face au Hamas ou au Hezbollah, ne peuvent plus être habitées. Donc c'est existentiel. Israël est tellement petit qu'il doit obtenir un recul des roquettes. Il doit obtenir que l'ennemi ne puisse plus tirer de trop près des roquettes parce que ça devient invivable pour des centaines de milliers de personnes au sud ou au nord d'Israël, selon que l'on soit en face du Liban ou de Gaza. Et donc, l'ennemi est existentiel parce qu'il rend la vie économique impossible. Rappelons-nous la guerre de 2006. En 2006, le Hezbollah avait fait en sorte que tout le nord d'Israël était totalement vidé. Il n'y avait plus personne dans le poumon économique d'Israël à Haïfa. Tout le monde était dans les abris. Je ne dis pas ça pour pleurer sur les Israéliens. Je vois déjà un auditeur qui va dire « oui, il est pro ». Pas du tout. Ce n'est pas pour dire pro ou contre. Mais c'était efficace. La stratégie de harcèlement par les roquettes du Hezbollah, Katshuka, des roquettes Katshuka notamment, faisait qu'on ne pouvait plus vivre en Israël. Imaginez que ça dure 6 mois, 1 an, 3 ans. Imagine qu'ils aient assez de roquettes pour faire vivre les gens dans les abris pendant des années. Le pays s'écroule.
le pays s'écroule carrément économiquement, puisqu'il n'y a plus personne dans aucune ville. Les gens sont tous dans des caves. Et donc, c'est existentiel pour Israël. Le Hamas, comme le Hezbollah, le savent parfaitement. Leur but, c'est que Israël ne soit plus viable. Et donc, c'est une stratégie qui est bonne du point de vue islamiste. Vous voyez, je ne fais pas de moralisme, puisque je dis même que cette stratégie, du point de vue islamiste, elle est bonne, puisqu'elle a un double effet. Le harcèlement rend la vie impossible pour les citoyens israéliens des villages proches des roquettes, mais surtout, l'indignation face aux représailles disproportionnées rend Israël totalement illégitime, y compris aux yeux de pays qui défendent Israël, comme le Canada, comme l'Espagne, comme la France, comme l'Union européenne, qui de plus en plus vont perdre des électeurs s'ils ne critiquent pas un peu Israël. Ça veut dire que le lobby juif aujourd'hui, celui qui est pro-israélien, a un travail extrêmement compliqué. Les islamistes ont réussi à gagner la bataille de la guerre psychologique. Et ça explique pourquoi le lobby pro-israélien ne cherche même plus à gagner les cœurs des Occidentaux. Comme c'est existentiel, quelle est la conclusion d'Israël? Nous savons que nous aurons le monde entier contre nous. Nous allons éradiquer Gaza. Nous allons détruire, annihiler le Hamas et le djihad islamique de Gaza jusqu'à ce qu'il y ait un remplacement total de la direction de Gaza par des gens, les fameux notables des tribus qui ont été évincés par le Hamas et qui les détestent. Il y a des gens qui détestent le Hamas aussi à Gaza, et les gens de l'ELP qui également avaient été évincés par le Hamas. Et s'il faut pour cela faire partir 1 million de Palestiniens qui veulent partir parce que, hélas, c'est horrible, la situation est tellement horrible à Gaza qu'il y a les jusqu'au-boutistes qui ont été assez fanatisés pour accepter de crever sur place de faim ou autre, et il y a ceux qui, depuis des années, rêvent de partir et d'émigrer. Il se trouve que le plan Trump consiste à inciter ceux qui déjà voulaient partir et dont la vie est invivable et ils ont envie de donner une éducation à leurs enfants et les hôpitaux, eh bien ceux-là, ils veulent émigrer. Par exemple, il y a un accord avec l'Indonésie. Il y a déjà un accord. L'Indonésie accepte d'accepter des centaines de milliers de Palestiniens et l'Israël et l'administration américaine essaient de trouver d'autres pays, non pas pour déporter de manière, comment dirais-je, à la nazie, comme disent les anti-israéliens des gens, mais c'est très cynique, hein, surfer sur le fait que certains Palestiniens veulent émigrer pour les faire partir, pour qu'il y ait moins de population à reloger, parce que c'est très compliqué. Quand vous allez éradiquer le Hamas, vous allez détruire des villes entières, parce qu'ils se cachent dans des immeubles, et donc à un moment, il n'y aura plus de logement. Et donc, ce que je dis peut être choquant. Je ne dis pas que je suis d'accord, que c'est bien, je ne dis pas ça. Je dis juste que le lobby israélien aujourd'hui est dans une défense presque impossible d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël est obligé de faire quelque chose qui est totalement inacceptable d'un point de vue humanitaire par le reste du monde, éradiquer l'ennemi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune vie militaire du Hamas, ce qui nécessite des représailles absolument dramatiques. Et ceci est un vrai dilemme parce que si Israël ne faisait pas ça, le Hamas continue à revivre, à se réarmer, et dans quelques années, il reproduit ce genre d'opération. Alors on va me répondre, mais non, s'il y a un vrai accord, si on libère... Non, non, le Hamas a pour but existentiel d'harceler Israël, puisque le but du Hamas, c'est de cramer l'image d'Israël par le fait de provoquer Israël pour qu'Israël tue des Palestiniens. Donc si vous voulez, les plus durs en Israël et les plus durs à Gaza sont interalimentés. Ils sont interactifs. C'est un peu comme l'Ukraine et la Russie. Il y a une interactivité permanente et les plus durs prennent de plus en plus le dessus dans le pays qui exige des garanties de sécurité autour de lui. Et donc, les plus durs finissent par remplacer les plus mous puisqu'on est dans une logique existentielle.